L'humanité est souvent marquée par des événements. Et parlant des événements, on peut citer les 2 guerres mondiales ou encore récemment cette maladie qui a ravagé le monde qu'on appelle encore Covid-19. Mais l'un des événements qui a marqué beaucoup plus le monde arabe dans les années 2010, c'est bien sûr le printemps arabe. C'est un ensemble de contestations populaires d'ampleur et d'intensité très variables qui se produisent dans de nombreux pays du monde arabe à partir de décembre 2010. L'expression de printemps arabe fait référence au printemps des peuples de 1848 auquel il a été comparé, tout comme le printemps de Prague en 1968. Ces événements révolutionnaires nationaux sont aussi qualifiés de révolution arabe, de révolte arabe ou encore de réveil arabe. Certains vont jusqu'à même parler d'une révolution Facebook, d'une révolution Twitter, voire d'une révolution 2.0, tant l'usage des réseaux sociaux et des géants du net aurait été important. Avec le recul, le pluriel printemps arabe, S à la fin bien sûr, a également été privilégié pour mieux rendre compte de la diversité des mouvements regroupés sous cette appellation. Chers téléspectateurs, divers événements se déroulent avant 2010, à savoir la répression des sit-ins hebdomadaires en Algérie depuis août 2010, le démantèlement d'un camp de protestataires séparatistes de Laoun au Sahara occidental en novembre 2010 ou encore des manifestations contre la hausse des denrées alimentaires en Algérie en décembre 2010. C'est cependant le 17 décembre 2010 qui reste retenu comme le départ du printemps arabe avec le déclenchement à Sidi Bouzid de la révolution en Tunisie qui a conduit Zine El Abdine Ben Ali à quitter le pouvoir. D'autres peuples reprennent à leur tour le slogan « Dégage » Era en arabe, devenu le symbole de ces révolutions. Outre le départ des dictateurs et l'instauration d'une démocratie, les manifestants exigent un partage des richesses qui leur assure de meilleures conditions de vie et des emplois et la dignité. Karama en arabe. Ces révolutions recourent initialement aux méthodes de contestation non violentes. Les révolutionnaires utilisent même les technologies modernes de communication, différents outils d'Internet et de téléphone mobile, à savoir les réseaux sociaux, de façon intensive. La télévision traditionnelle, un média, n'est pas restée en marge puisqu'elle a joué un rôle important dans le déroulement des événements à partir de 2010. Alors que la révolution égyptienne provoque également la démission d'Hosni Moubarak et une transition démocratique, les autres n'ont pas les mêmes conséquences. En Libye, par exemple, vous le savez, elle tourne à la guerre civile entre les forces fidèles au régime de Muammar Kadhafi et les insurgés, soutenus par une intervention, il faut le dire, étrangère, sous mandat de l'ONU. À Bahreïn, la solidarité contre-révolutionnaire des monarchies du Golfe persiste, fait échec au mouvement de contestation. Mais, sans le savoir, elle reprend à partir de juin 2011. Au Yémen, le dictateur Salem, qui réprime la révolte du pouvoir entre exigences de l'opposition et soutien international, a une transition pacifique et finit par démissionner le 25 février 2012. Et en Syrie, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire que le contexte en un autre carrément, puisque la répression exercée par le régime de Bachar al-Assad, soutenu bien sûr par les Russes, cause les milliers de morts. La violence des répressions ne met pas fin aux révoltes, il faut le dire. Pendant toute l'année 2011, la totalité des États arabes, sauf le Qatar qui organise bientôt la Coupe du Monde, connaissent des mouvements de contestation plus ou moins importants et qui
s'encouragent les uns contre les autres. Il faut le dire, chers téléspectateurs, les bouleversements dans le monde arabe ont été d'autant plus suivis que cette région représente, il faut le dire, un intérêt économique majeur, notamment du fait de l'industrie pétrolière très présente dans ces régions. Des États non arabes ont aussi enregistré, il faut le dire, des manifestations ou procédé à des actions préventives, notamment l'Iran. Mais l'ampleur de ces mouvements a généralement été moindre et l'influence des événements du monde arabe n'a pas toujours été clairement établie. Les principales causes de ces mouvements à forte dimension sociale sont le manque de liberté individuelle et publique, la kleptocratie, le chômage, la misère, le coût de la vie élevé, ainsi qu'un besoin de démocratie qui ne soit pas une simple façade. Cette vague révolutionnaire comparée à divers moments historiques comme le printemps des peuples de 1848 ou la chute de rideau de fer en 1989 qu'on appelle le mur de Berlin. Les pays arabes sont ensuite plongés dans une transition qui n'est nulle part facile. L'après-printemps arabe se révèle également une période particulièrement troublée dans plusieurs pays comme la Tunisie, le Maroc ou encore l'Égypte. Les élections qui suivent les révolutions ou les mouvements de contestation sont remportés par les partis islamiques longtemps décriés. Conjugué au renforcement des groupes djihadistes, cela conduit à des commentateurs à juger qu'au printemps arabe a succédé un hiver islamique. En Égypte, pour pallier à ça, le président islamique est renversé par un coup d'État militaire. On l'était en 2013. En Syrie, c'est un autre contexte, vous le savez. Le régime ne cède pas et la révolte dégénère en une guerre civile très sanglante. L'impact politique et militaire favorisant en 2014 et en 2015 la montée en puissance de l'État islamique. La Libye et le Yémen ne parviennent pas à trouver la stabilité et s'enfoncent-elles aussi à partir de 2014 dans de nouvelles guerres civiles. Le chaos en Syrie et en Libye favorise par ricochet la crise migratoire, en Europe surtout. Alors, nous allons revenir, chers téléspectateurs, sur l'origine du printemps arabe. D'où est parti cet événement? Nous sommes en Tunisie, il faut le dire. La révolution tunisienne, d'où tout est parti, est une suite de manifestations insurrectionnelles en Tunisie en décembre 2010 et janvier 2011, ayant débuté après que Mohamed Bouazizi, vendeur simple de légumes ambulants de 26 ans, s'est immolé par le feu. Le 17 décembre 2010, devant le siège du gouvernorat de Sidi Bouzid, ce suicide de Sidi Bouzid a entraîné une vague de colère chez les habitants de la région de Sidi Bouzid, pauvres et surtout agricoles. La colère se propage à Kasserine et dans tout son gouvernorat, ainsi qu'à d'autres villes de l'Atlas, comme Jandouba, avant de toucher le sud tunisien pour enfin gagner la capitale, Tunis. Le président Zine El Abdine Ben Ali, en fonction depuis 23 ans, intervient 3 fois à la chaîne de télévision, sur la chaîne publique de Tunisie. Alors, lors de sa première intervention, le président menace même les causeurs de troubles, de terribles sanctions et accuse les médias étrangers. Mais c'est sans compter sur ce qui arriva. Lors des 2 dernières interventions, du calme, monsieur le président. Ben Ali adopte un ton plus calme et promet du changement et notamment la liberté d'expression, un libre accès à l'Internet et de ne plus se représenter en 2014. Trop tard. Malgré cela, les manifestants réclament toujours son départ et le général s'enfuit finalement vers l'Arabie Saoudite le 14 janvier 2011.
La France, lui ayant refusé l'asile, la police et les milices du président déchu ont fait ou bien plus de 230 morts en moins d'un mois, s'attaquant à des manifestants non armés. Dans les jours qui suivent le départ de Ben Ali, les milices répandent la terreur dans la capitale tunisienne en tirant sur la foule depuis des bâtiments, dans l'espoir de semer le chaos et de voir le général revenir au pouvoir. Erreur. Un gouvernement d'union nationale est créé le 17 janvier 2011 et le culte de la personnalité de Ben Ali se termine par le retrait des affiches de parfois de plus de 30 minutes, du renommage des lieux faisant référence à sa prise de pouvoir le 7 novembre 1987, comme la chaîne Tunisie 7, qui désormais s'appelle Télévision tunisienne. C'est la fin du culte du chiffre 7. Un mandat d'arrêt international est même lancé par la nouvelle justice tunisienne contre le général Ben Ali et son épouse Leila. Cette dernière, beaucoup plus haïr que son époux en raison de ses nombreux pillages sur le peuple. Voilà. L'ancien parti gouvernemental est suspendu le 6 février et le 12 février, on annonce même que des milliers de Tunisiens fuient de Tunisie vers l'île de Lampedusa et l'Union européenne. L'état d'urgence humanitaire est décrété en Italie. Et bien sûr, le 27 février, après de nouvelles manifestations violentes, le Premier ministre tunisien Mohamed Ghannouchi démissionne à son tour et est remplacé par l'ancien ministre Bouguiba Béji Caïd Essebsi. Alors, le 3 mars, le président par intérim Fouad Mebaza annonce la tenue de l'élection d'une assemblée constituante le 24 juillet. Alors, chers téléspectateurs, avec ce qui s'est passé en Tunisie, on aura ce qu'on appelle l'effet domino. L'effet domino voudrait que la révolution tunisienne se propage d'abord à d'autres pays arabes. Est officiellement envisagé quand le secrétaire général de la Ligue arabe, l'Égyptien Moussa, déclare le 19 janvier que les citoyens arabes sont dans un état de colère et de frustration sans précédent, ce qui est normal, parlant du Maroc, de l'Algérie, Tunisie, l'Égypte. De fait, 10 jours plus tard, des troubles touchent plus ou moins fortement de nombreux pays arabes. Pourtant, beaucoup doutent alors de cet effet domino, comme ce professeur de sciences politiques que je cite au Caire, qui pense que l'exemple tunisien sera sans effet, car la Tunisie était un exemple extrême de l'actu, mais erreur. Pour Jean Tomberson, 5 semaines plus tard, la théorie des dominos, qui fut à la mode dans les années 1960 et 1970, triomphe de nouveau. Dans ce mois de février 2011, qui sera à jamais arabe, il souligne aussi le rôle d'Internet et de la télévision, médias traditionnels, qui ont permis à la révolte de naître et de se développer. Puis, d'en répandre les images sur toute la planète. Le 31 janvier, l'Orient, le jour publie un résumé, que je publie également avec vous, de ces troubles citant l'Égypte, le Yémen, la Jordanie, l'Algérie, le Soudan, Oman, la Mauritanie, le Maroc et la Syrie. Pour la Syrie, vous connaissez la suite. Les causes récurrentes, selon un chercheur de l'IRIS, Karim Bitar, sont principalement, il faut le dire, et vous allez partager ça avec moi, un pouvoir sclérosé, un président au pouvoir depuis 30 ans environ, un appareil militaro-sécuritaire très répressif et des conditions économiques difficiles à la population, notamment un taux de chômage des jeunes très important. Toujours, selon ce chercheur, la baisse du taux de fécondité, la hausse d'alphabétisation et les liens tissés entre les peuples via les réseaux sociaux sur Internet ont favorisé ces troubles, alors que les attentats du 11 septembre 2001 et à la guerre en Irak avaient permis au régime autoritaire de renforcer leurs emprises. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à l'événement qui a marqué le pays, les pays arabes.
Je vous retrouve très prochainement pour partager avec vous, chers téléspectateurs, un autre événement ou une autre personnalité de bon à savoir. À bientôt.